Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Moment historique. Moment historique. Alors oui, on se pose la question, est-ce que c'était pas préparé? Quelle valeur symbolique de voir Donald Trump et Zelensky en train de discuter sur deux chaises, face à face, en plein milieu de la basilique Saint-Pierre de Rome, pendant les obsèques du pape François. Quelle valeur symbolique! Alors évidemment, sur les médias, les réseaux sociaux, sur les orientations, les convictions politiques, on a des versions différentes. On a par exemple des gens qui vous disent « Oui, regardez, il y a une troisième chaise qui a été mise parce que Macron il voulait, mais Donald Trump il a dit « Non, non, Toko, t'es gentil, mais j'ai besoin de discuter seul à seul avec Zelensky. » Alors qu'en réalité, la troisième chaise était prévue pour un traducteur. Mais Zelensky a dit « J'ai pas besoin de traducteur, je peux parler en anglais avec Donald Trump. » Et évidemment, on fait le reportage là-dessus. Et la question est, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi? Quelle urgence y a-t-il pour que ces deux dirigeants se soient rencontrés lors d'un instant de recueillement officiel, retransmis mondialement? Bah oui, là, forcément. La photo, oui, l'image est devenue historique. Mais encore une fois, pourquoi? Est-ce qu'il y a une tentative d'essayer de discuter de la situation? Parce que oui, il y a une situation. La situation, c'est que Donald Trump admet lui-même que peut-être Vladimir Poutine ne veut pas arrêter la guerre. Peut-être que Vladimir Poutine l'a baladé. Alors, très clairement, on sent bien que Donald Trump a mis de l'eau dans son vin. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être que Donald Trump a voulu tirer son épingle du jeu de la situation. Et d'ailleurs, ça a été très franc puisqu'on l'a bien vu, négociation avec recherche de partenariat ou d'obtention de concessions sur les terres rares ukrainiennes. Bon, sauf qu'évidemment, le problème, c'est que l'essentiel de l'industrie, de l'exploitation se trouve aujourd'hui à l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire dans les territoires occupés par la Russie. Territoire russe, puisque le Donbass a été reconnu par Vladimir Poutine comme désormais appartenant au territoire national russe, au même titre que la Crimée. Et finalement, on en revient certainement à cette problématique, à ce conflit séculaire, de la volonté de la construction d'un nouvel ordre mondial. À la seule différence, c'est que la vision occidentale et donc européenne est une construction d'un nouvel ordre mondial unipolaire. Alors que Poutine, Xi Jinping, l'Inde et un certain nombre d'autres pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique sont pour un nouvel ordre mondial, mais multipolaire. Et peut-être que si Donald Trump avait toutes les volontés de savoir faire des concessions, il a peut-être mal calculé la résistance de l'Union européenne. Et peut-être que sans doute l'Union européenne a foutu sa merde pour empêcher qu'un accord soit trouvé entre l'Ukraine et la Russie. Cette volonté, par exemple, de récupérer la Crimée et le Donbass. Ces terres sont ukrainiennes. Oui, mais avec quels moyens? Zelensky, lui aussi,
est bien obligé de mettre de l'eau dans son vin parce que il se rend compte que l'Union européenne parle beaucoup, dit beaucoup de choses, promet beaucoup de choses, mais très clairement en a très éloigné les moyens. C'est-à-dire qu'elle peut se donner les moyens, mais le temps que ça va mettre pour que ça soit applicable n'est pas concevable, n'est pas envisageable. Et puis le problème de Zelensky, on le sait, ça fait depuis le début que je vous le dis, c'est qu'il va y avoir un moment donné où il ne va plus y avoir assez d'hommes. Alors oui, il y a des unités internationales, mais il y a un moment donné où l'unité internationale ne va pas faire défaut sur l'idée d'une co-belligérance. C'est dans ce cas-là un interventionnisme d'État, de pays, aux côtés de l'Ukraine, contre la Russie. Et là, on risque de se retrouver dans une situation où demain, la Russie peut très bien dire « Bon, puisque c'est comme ça, moi je vous déclare la guerre ». Et là, c'est game over pour tout le monde. La volonté, la stratégie, c'est d'isoler Poutine. Mais Poutine ne sera jamais isolé. Tant qu'il gardera des partenariats avec les BRICS et surtout avec le monde arabo-musulman, c'est problématique. Donc c'est quoi la solution ? C'est la solution que, encore une fois, aujourd'hui, Zelensky a toutes les cartes en main. C'est lui qui décidera, en son âme et conscience. Soit il continue à résister, mais dans ce cas-là, il sera obligé à un moment donné de pousser les pays occidentaux à rentrer dans le conflit, parce qu'il ne pourra pas en avoir les moyens. On aura beau lui filer autant d'argent qu'on veut, du matériel, des avions, etc. S'il n'a plus personne pour mettre dans le matériel, mettre derrière les fusils, etc., il ne va pas quand même aller chercher les gamins de 16 ans. Ou alors, dans ce cas-là, il y a une coalition et on va se battre aux côtés des Ukrainiens contre la Russie. Et là, encore une fois, je vous le dis, c'est game over. Sachant que là, vous avez un autre petit conflit, enfin petit. Disons que ça commence aussi à se chamailler entre l'Inde et le Pakistan. Ça monte en température. Mais encore une fois, l'aspect économique prédomine sur l'idée de voir ces deux pays rentrer en guerre. Ils peuvent rentrer en guerre, mais ça va durer quoi ? Ça va durer 15 jours. Au bout de 15 jours, ils vont se rendre compte que matériellement, humainement, ils ne pourront rien faire, ils ne pourront pas évoluer. Il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur l'autre. Sachant qu'on rappelle quand même que ces pays-là aussi sont nucléarisés. Donc, il y a une sorte d'impasse. D'où la raison pour laquelle peut-être il y a urgence de voir Donald Trump et Zelensky discuter ensemble sur peut-être une réorientation des relations ou de ce qui pourrait être fait pour la paix. Trump, évidemment, lui, partisan de dire « Vous ne pouvez pas avoir la paix si vous ne cédez pas la Crimée et le Donbass. Si vous cédez la Crimée et le Donbass, nous, on assure soit nous autres Américains, ou soit par l'OTAN, ou soit par la communauté internationale, par l'ONU, des garanties que Poutine n'ira pas plus loin. » Poutine, lui aussi, il va y avoir un moment donné où, humainement, il ne va pas pouvoir trouver un puissant fin pour mettre dans ses avions, dans ses chars, etc. Surtout que le conflit ukrainien prend une tournure avec les technologies drones, où tout d'un coup on se rend compte que tout ce qui était les outils stratégiques conventionnels d'une guerre
sont complètement remis en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers une guerre technologique à coup de drones, de robots. Oui, sauf que le problème, c'est qu'une fois que vous avez pris le dessus, vous faites quoi? Vous êtes bien obligé d'envoyer des hommes, vous êtes bien obligé d'envahir, vous êtes bien obligé de gérer, de maîtriser le territoire que vous avez conquis. Et ça là-dessus, pareil, on a une expérience aujourd'hui avec un recul suffisant pour se rendre compte que c'est coûteux. C'est coûteux en matériel et c'est coûteux en vie humaine. Parce que forcément, vous êtes confronté à une résistance, à une guérilla. À moins d'avoir un régime qui réussit à s'installer et à tenir le peuple d'une pointe de fer. Donc le sujet reste complexe, le sujet reste compliqué. On peut envisager tous les scénarios possibles, mais je pense ne pas me tromper en disant que très clairement, il y a une conscience de toutes parts que ce conflit ne peut pas continuer, parce que dans ce cas-là, à un moment donné, de toute façon, il y en aura un qui finira par s'affaiblir. S'affaiblir suffisamment pour laisser la porte ouverte à l'autre, pour finalement prendre plus que ce qu'il aurait pu prendre. Et là, en effet, est-ce que Poutine a les moyens d'envahir l'Ukraine, de détenir l'Ukraine, de posséder l'Ukraine? Même si peut-être il aura l'appui, l'avantage d'un peuple ukrainien russophone, est-ce que ça va être suffisant? Parce que ça, c'est pareil. Si on trouve une solution pour récupérer le Donbass et la Crimée, moi, la question que je pose souvent, et les Ukrainiens russophones, vous en faites quoi? Parce qu'on est clair qu'après le conflit, Kiev, ils ne vont pas en rester là avec les russophones. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'on serait complice d'une déportation, d'un exil, d'un exode. On en revient finalement au problème de Gaza, pareil. Tout le monde le sait que Israël ne lâchera pas le morceau. Israël veut se débarrasser de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Sauf qu'évidemment, la communauté internationale, qui est extrêmement infiltrée, qui est extrêmement le doigt sur la couture avec l'influence sioniste, ah oui, les gamins qui font les manifestations dans les universités, etc., eux, ils ne comprennent pas ça. Et du fait qu'ils ne comprennent pas, donc forcément, il y a un moment donné où, même si certains comprennent et le disent, quand ils le disent, on les traite d'antisémites. Oui, vous êtes en train de vivre une période historique parce qu'on est en train de redistribuer les cartes de la géopolitique. Alors soit on le fait de façon économique, mais on le fait aussi de façon brutale. C'est comme l'Union européenne aujourd'hui. L'Union européenne, elle est menacée. Elle est menacée dans sa crédibilité. Or, si elle veut continuer à exister, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle soit plus autoritaire. Et quand on voit ce qu'elle est en train de faire avec la Roumanie, avec la Hongrie, c'est-à-dire s'immiscer dans les affaires internes de ces pays, l'Union européenne, qui est la première à dénoncer l'interventionnisme russe, par contre, ça ne la dérange pas de faire de l'interventionnisme dans la souveraineté des États européens. Alors, moi, ça me choque, mais apparemment, il y a des gens, ça ne les choque pas. Ça ne les choque pas, pourquoi? Parce qu'eux sont déjà dans cet état d'esprit de considérer l'Union européenne comme un État supranational. Fini la souveraineté nationale.
Nous sommes des Européens, nous ne sommes plus des citoyens français. Sauf le jour où ils vont se rendre compte que leurs libertés, elles vont disparaître, elles vont être en suspens, elles vont être sous condition. Et là, ils comprendront ce que c'est que l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, tu n'auras plus le droit de la critiquer, tu n'auras plus le droit de la remettre en question. Et si tu as le malheur de militer pour un Frexit, on verra débouler chez toi les agents du ministère de la Vérité, tu seras arrêté et tu seras inculpé pour dissidence, pour terrorisme intellectuel. Ça commence déjà. Donc affaire à suivre. Je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, on va peut-être avoir quelques indices complémentaires, supplémentaires. Mais oui, Donald Trump, il a tenté le coup de bluff. Mais de toute façon, c'est un mec qui joue poker, c'est un homme d'affaires. Bon, sauf que là, malheureusement, peut-être qu'il vient de se rendre compte qu'il n'avait pas les bonnes cartes. Et qu'il va falloir qu'il change son fusil d'épaule. Il va falloir qu'il décide d'une nouvelle stratégie, soit pour essayer d'obliger Poutine, ou soit finalement de se réranger derrière la politique occidentale que l'on applique depuis maintenant quelques années sur la volonté finalement que Poutine, il faut le dégager. Il faut soumettre la Russie, voire peut-être la démanteler. Et que ce démantèlement servira les intérêts, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, les industries et les empires financiers de mettre la main sur des ressources énergétiques, sur des matières premières qui sont sous-exploitées en Russie. Surtout en plus si vous considérez le réchauffement climatique. Alors réchauffement climatique, la nouvelle route maritime de l'Arctique. Bah oui, parce que quand vous êtes des Chinois qui exportaient des produits en Europe, pour l'instant ils sont obligés de passer par le sud. C'est long, c'est cher. Alors que si 6 mois dans l'année, ils peuvent passer désormais par l'Arctique, à cause du réchauffement climatique, vous comprendrez bien que déjà c'est plus court, et puis ils arrivent directement sur les ports européens, enfin les plus importants. Ah bah oui, non mais si vous voulez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans tout malheur, il y a toujours des gens qui vont y trouver des bénéfices. Et que le réchauffement climatique, même s'il existe réellement, même si c'est un fait, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à tous les intérêts qu'ils vont pouvoir en tirer. Et qu'ils ont tout intérêt à ce qu'on ne lutte pas contre le réchauffement climatique. Parce que vous vous rendez compte, il faut absolument que le réchauffement climatique progressivement s'installe pour que, de fait, nous en développions des marchés. Bah oui, parce qu'il va falloir réviser, changer les règles, les normes, parce que les intempéries seront beaucoup plus sévères, donc ça veut dire qu'il va falloir changer les normes de construction, peut-être construire des trucs un peu plus solides, un peu plus adaptés, et donc de ce fait apporter des nouvelles techniques, apporter des nouveaux matériaux, et de fait créer des marchés. C'est complexe. Alors malheureusement, comment faire comprendre aux gens des choses complexes quand ils sont conditionnés à n'accepter ou à ne comprendre que les choses simples? Et je vais terminer par... alors il paraît que Complément d'enquête a fait un truc sur les LFI à charge. Alors j'ai vu juste un extrait, une intervention de Mathilde Panot, quand on lui présente un sondage en disant que la LFI était considérée comme un parti dangereux, antisémite.
Eh bien, Mathilde Panot, elle nous a montré, ou elle nous a démontré ce qu'est la LFI. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de dire quelque chose d'intelligent, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit tout simplement que tous les gens qui avaient été sondés et qui estimaient, qui pensaient que la LFI est un parti antisémite, etc. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, ces gens ont tort. Ces gens se trompent. Vous savez ce que c'est que des gens de pouvoir qui considèrent que si vous dites le contraire de ce qu'ils pensent, ils vont vous accuser d'être des menteurs? Donc c'est bien la démonstration que LFI n'est pas un parti démocratique, n'est pas un parti qui respectera les libertés individuelles et qui plus est la liberté de penser, qui refusera toujours du débat, que même dans le débat, si elle perd, de la... Comment on appelle ça déjà, si elle pas perd pied, mais si elle perd le contrôle, si elle perd l'image, bah c'est un parti qui peut très bien demain devenir totalitaire, autoritaire. Et ça, je pense que malheureusement, pour Mélenchon et la LFI d'une manière générale, bah c'est pas bon. C'est pas une bonne communication. Hein. Alors, vous inquiétez pas, hein, de toute façon, il y aura toujours des gens, il y aura toujours des militants, hein, toujours des gens pour voir les choses d'une façon autoritaire, totalitaire. Donc ils seront en accord avec LFI. Mais bon, les choses changent, les choses évoluent, le curseur bouge. Et très clairement, je pense qu'en France, ça va être très intéressant de voir les stratégies qui vont commencer à se mettre en place pour 2027. Mais ça, on en reparlera. D'ici là, portez-vous bien. Bougou pili mieux.